Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club avec la 28e journée de Première Ligue en perspective, même si elle sera un petit peu rabotée vu qu'il y a aussi les quarts de finale de Cup. Il y aura quand même 7 rencontres à suivre à partir de vendredi soir jusque dimanche début d'après-midi. Bonjour Jean-François. Salut Serge. Bonjour Philippe. Salut Serge. Et nous sommes évidemment comme chaque jeudi en compagnie de Christian. Salut Christian. Salut Serge. Un petit débriefing quand même des rencontres de la semaine parce qu'il y avait la Ligue des Champions. 2 clubs anglais sont passés. Pour une fois, il y a plus de clubs italiens que de clubs anglais. On va dire que City fait partie des favoris et que Chelsea pourrait créer la surprise. Oui, et alors on a la réponse à notre question. Kevin De Bruyne était bien titulaire et il a été bon. Franchement, il a peut-être simplifié son jeu, comme lui demande son entraîneur, mais en tout cas, il a donné beaucoup de ballons de but et il a marqué un très joli but lui-même. Donc voilà. C'est un véritable florilège avec les 5 buts évidemment pour Erling Haaland. Il y a encore des matchs européens ce jeudi soir et on suivra notamment sur vos Sport World les prestations d'Arsenal. Match retour à domicile face au Sporting Portugal. Et puis Man United. United en déplacement au Betis, ça s'était plutôt bien passé pour les Red Devils au match aller. Oui, absolument. Donc à suivre en direct ce jeudi soir sur vous Sport World. Mais on va aussi revenir sur les rencontres disputées mercredi soir. Il y avait 2 matchs d'alignement dans le championnat anglais. 2 matchs reportés de la 7e et 8e journée. Victoire importante, messieurs, de Brighton face à Crystal Palace. Parce que Brighton est toujours en lice pour une place européenne et pourquoi pas même pour une place en Ligue des Champions. Incroyable. Oui, avec des joueurs qui se révèlent. Je trouve que Mitoma est dans une passe absolument extraordinaire. Solly March. Exactement. Et l'assist ici est un magnifique assist. Sur le but de Solly March. Autre rencontre mercredi soir. Et là aussi, il y a une équipe qui peut encore rêver d'une place européenne. C'est Brentford qui a été s'imposer chez la Lanterne Rouge. Southampton avec notamment ce but marqué en première mi-temps par Ivan Toney. Meilleur buteur des Bees cette saison, 16e but. Et puis en toute fin de match, alors que Southampton poussait, c'est Wissa qui a été réussir le 0-2 score final. Et donc 3 points supplémentaires pour cette équipe de Brentford qui continue à surprendre. C'est dommage pour Southampton qui avait fait un très bon match à Manchester United. Et je pense qu'ils jouent le jeu en fait. Quand ils sont sur le terrain, ils essaient de marquer. Et là, ça leur a joué des vilains tours. Dommage. Brighton qui est actuellement 7e avec 42 points, à 6 points de Tottenham avec 2 matchs de moins. Donc virtuellement, il pourrait être aussi 4e. Et puis Brentford est lui 8e avec 41 points. Donc ce sont 2 équipes avec qui il faudra compter. Oui, d'autant plus étonnant qu'il y ait eu un changement d'entraîneur, qu'ils ont quand même perdu Trossard, qui était quand même un élément clé de cette équipe aussi. Donc voilà. Mais enfin, comme on l'a dit, Mitoma, depuis la Coupe du Monde, explose. Oui, et puis cette équipe aussi. McAllister, et puis cette équipe marque beaucoup plus avec des Herbie qu'avec Graham Potter. Donc ça, il faut le signaler aussi. On les suivra encore au cours des prochaines semaines, des prochains week-ends. On va peut-être revenir sur les 3 plus beaux buts marqués le week-end dernier. C'était la 27e journée. Here at the end of this first half, Havertz with a sublime finish, and again we get to see the quality that Chelsea have at their disposal. So cleverly put together, and Kai Havertz just flicked it over Danny Ward. Wonderful finish. Well, they've taken it really quickly. This is Harrison. Harrison with the ball in! Another brilliant goal from Leeds to find the equaliser. That is what they needed. Look at the quality in the finish. Over the head of Steele into the far post. Havertz onto that ball forwards. Conor Gallagher up in support. Chelsea have got good numbers forwards here. Mudryk looks to head it back across. Fantastically finished by Mateo Kovacic. And it will likely wrap up the points here for Chelsea as their resurgence continues. And again, it is another moment to admire. Fantastically taken. Joy for those Chelsea supporters who are on the verge of seeing their side win away in the Premier League.
Chelsea qui a enfin retrouvé la recette pour marquer des buts. Ça faisait un petit moment qu'on ne les avait plus vus aussi efficaces devant le but adverse. On en profite pour faire le bilan après la 27e journée, même s'il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas le même nombre de matchs. Christian, le bilan avec un but de plus, notamment pour Erling Haaland. 707 buts et un but de plus, comme vous le dites, Serge, pour Haaland. Donc voilà, rien ne change au niveau du classement des assists. Et on est toujours au même nombre de victoires à domicile. Donc voilà, juste Haaland qui confirme au moins tous les 2 semaines une progression. Oui, Haaland qui a marqué un but important dans un déplacement à Crystal Palace parce que Arsenal a été très bon le week-end dernier. Elle a emporté 0-3 à Fulham. Donc il reste 5 points d'écart entre Arsenal, le leader, et Manchester City, le deuxième. La course au titre est toujours aussi passionnante. City d'ailleurs qui jouera ce week-end en Cup, qui ne jouera pas en championnat. Oui, un match spécial. Un match particulier, le retour de Vincent Kompany. On en parlera dans l'Europe des 11 lundi aussi. Voilà, le rendez-vous est pris. Donc Manchester City-Burnley, c'est un des quarts de finale de la Cup ce week-end. Nous, on va s'intéresser évidemment au championnat, la Première Ligue, qui commence d'ailleurs vendredi soir avec une rencontre qui va opposer Nottingham Forest et Newcastle. Nottingham, qui est actuellement 14e avec 26 points, accueille au City Ground Newcastle, 5e avec 44 points. Donc 2 équipes qui ont des objectifs très différents pour cette fin de saison. Et on va commencer avec les Reds de Nottingham Forest, 14e, mais seulement 2 petits points d'avance sur le premier relégable. Vous savez que désormais on appelle le City Ground la forteresse. Oui. Ils n'ont plus perdu depuis fin septembre, je pense. Ils ont perdu 3 matchs au début du championnat. Depuis, ils ont fait que des nuls et des victoires. C'est 9 matchs à domicile sans défaite en championnat. Ils ont joué contre Liverpool, ils ont joué contre City, contre Chelsea aussi. Donc déplacement, à mon avis, très compliqué pour Newcastle, d'autant que Newcastle a bien du mal à jouer à l'extérieur. Voilà. Quand on regarde cette équipe de Nottingham, Jean-François, on se demande, est-ce que le monde de la Première Ligue est-il vraiment sérieux? Combien de joueurs sont arrivés cette saison? 26. On peut aller jusqu'à 30, avec les joueurs qui étaient sans club et qui étaient en fin de contrat. Certains ont tout de suite été prêtés, mais on arrivait à 30 joueurs sur les 2 derniers mercatos. Quand on sait que le football est quand même un savant mélange d'équilibre entre, on va dire, le sportif, le financier, les entraîneurs, le noyau, etc. C'est incroyable, faire venir 30 joueurs dans un club en plus promu de la Championship à la Première Ligue. Donc on est reparti quasiment sur... page blanche. Exactement. Alors au début, catastrophe. Ça n'a pas été du tout. Puis, honnêtement, si on avait fait un premier bilan après 2-3 mois, on en a parlé, je m'en souviens. Au revoir, descendant, fini, on ne les voyait absolument pas se sauver. Et aujourd'hui, malgré tout, ils sont à plus 2 par rapport à la relégation, donc ils ont quand même fait le job. Avec un match de moins sur la plupart de Je me souviens d'ailleurs d'un match, c'était Nottingham Forest Liverpool. Vous aviez dit sur ce plateau, dans cette émission, que Liverpool avait 100% de chance de gagner là-bas. Absolument. Oui, absolument. Ça et c'est Nottingham qui l'a emporté. Ça vous fait sourire. Comme quoi. Oui, comme quoi. Mais non, mais Nottingham, c'est 20 points sur 26. Sur les 26 points pris cette saison, c'est 20 points pris 77% des points pris à domicile. Donc oui, à domicile, c'est une équipe extrêmement... C'est pour ça que leur maintien passera par des résultats comme ça à domicile, mais elle est quand même grappillée un peu plus à l'extérieur aussi. Quand je regarde le programme jusqu'à la fin de saison, il y a Newcastle et Wolverhampton à domicile maintenant, donc là il faut absolument qu'ils s'accrochent à prendre des points. Ensuite, déplacement à Villa, match contre Man U à domicile, Liverpool, Brighton. Donc pour eux, c'est vraiment important, je ne sais pas où, mais d'aller chercher des points à l'extérieur. D'ailleurs, je ne m'explique pas toujours très bien comment il y a une telle différence entre les résultats qu'ils parviennent à faire. La ferveur du City Ground, sans doute. Oui, sans doute, le petit supplément d'âme. Enfin, si les joueurs, s'ils veulent se sauver, ils devront aller chercher sans leurs supporters, le petit supplément d'âme. En tout cas, en préparant cette émission avec Christian, on a constaté, Christian, que cette équipe parvenait à grappiller un point par-ci, un point par-là. Et lorsque l'on se bat pour le maintien, c'est important d'aller chercher des partages. Oui, c'est la deuxième partie de notre explication sur la valeur d'un partage. On a vu que le partage pour une équipe comme Newcastle qui va jouer le top 4, c'est 2 points de perdus. Mais pour les équipes qui jouent en bas, et vous le voyez sur le tableau, c'est le partage en fait qui va faire la différence. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de victoires, vous voyez, de la 13e à la 20e place, on se situe entre 5 victoires pour Leeds et 7 maximum pour Leicester. En fait, ils sont tous au coude à coude au nombre de victoires. Ce qui fait la différence, c'est le nombre de partages. Et regardez Crystal Palace,
qui ne va pas très bien depuis le début de la saison, mais les 9 partages le permettent d'être à 27 points. Nottingham Forest, c'est 8 partages, ils sont à 26 points. Et c'est pour ça que pour le moment, ils ont ces 2 points qui sont au-dessus de la relégation. Donc, toutes les équipes qui sont en bas de classement, chaque partage pour eux est un bon résultat. À la condition que les autres ne gagnent pas. Oui, bien sûr. Que ceux d'en dessous Oui, ne mais gagnent pas. si on regarde le nombre de victoires sur le tableau, on voit qu'ils sont pratiquement tous à 6 en moyenne. Il y a juste Leicester qui est à 7, mais n'a que 3 partages et donc est défavorisé. Et il y a Leeds qui est à 5 victoires. Sinon, tout le reste est à 6 victoires. Ils sont tous égaux au nombre de victoires, donc le partage est déterminant. On parlait de cette capacité de City à on va dire, se dépasser à domicile. Regardez notamment ici ce match face à Manchester City, alors qu'ils ont été menés. Et en Première Ligue, en général, quand City prend l'avance, on ne les revoit plus. Sauf que dans ce match-là... Mais il s'agit de Nottingham et pas de City. Vous avez dit City. Oui, c'était face à City, face à Manchester City. C'était cette manière, en tout cas, pour cette équipe Nottingham à faire des résultats à domicile. Notamment en battant Liverpool, n'est-ce pas Jean-François? Ici, ils ont été chercher le partage grâce à un but de Chris Wood, un de ces 30 joueurs qui est arrivé durant la saison. Lui, c'était au mercato de janvier. J'avais fait ce match-là, ils ont égalisé à 5 minutes de la fin, ils ont été archi-dominés, mais il y a une résilience qui existe dans cette équipe. Ce supplément d'âme, oui, et quand bien nommé par Jean-François. Ils ont été menés 2 fois face à Everton, et dans ce cas-là, c'était encore plus grave, puisque c'était un concurrent direct, mais ils ont réussi à aller chercher le partage, et ce qui était amusant et intéressant, c'est que c'était grâce à des joueurs formés au club, notamment Brennan Johnson, dont on va parler, Worrall, le défenseur central, et Yates, qui était monté au jeu, qu'ils ont réussi à faire la différence. Donc parfois, quand on a des gens du cru, c'est pas mal aussi. On a vu dans l'infographie de Christian qu'il n'y a que 5 points entre le 12e Crystal Palace et le 20e Southampton. Donc ça va être une bagarre incroyable. C'est super excitant comme lutte pour le maintien cette saison. Moi, voilà. Après, il y a... Enfin, je veux dire... Je ne sais pas si on doit dire que c'est un nivellement par le haut ou par le bas. Je ne sais pas très bien quelle formule utiliser pour le coup. Ça dépend de quel côté on regarde le classement. Exactement. Le constat qu'on peut faire quand même sur les équipes qui sont en bas, c'est évidemment le constat que Christian venait faire maintenant. C'est forcément des équipes qui font beaucoup de partage, qui gagnent peu, qui sont souvent, et souvent très irrégulières. Puisque je regardais Nottingham, si on se penche sur le fait de savoir... je crois que la dernière victoire, c'est le 5 février. Oui, c'est une victoire en 7 journées. Voilà, donc ça rame un peu quand même ces dernières semaines. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont revenus dans le paquet des équipes menacées, parce qu'ils avaient pris un petit peu d'avance au milieu de saison, juste après la Coupe du Monde. Alors, 30 joueurs arrivés, il y a des joueurs connus. Il y a Navas notamment, il y a Lingard qui joue très peu, mais qui est quand même un joueur très connu et très coté sur le marché anglais. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés par la Belgique, Kouyaté, Awoniyi, Denis également. Il y a Mangala, jeune joueur belge aussi qui a découvert la Première Ligue. Un peu des hauts et des bas. Et la semaine passée, il joue 45 minutes. Après, il est remplacé à la mi-temps pour raison tactique. Voilà, il n'est pas encore totalement... c'est du Aurel Mangala, parce que je trouve que c'est un joueur qui peut atteindre des niveaux de performance incroyables et qui peut, la semaine d'après, être nettement moins bon. Donc il y a beaucoup chez lui de haut et de bas encore. Donc le vestiaire, c'est un petit peu la tour de Babel pour Steve Cooper, le manager, qui doit gérer évidemment un nombre important de joueurs. Et finalement, si on regarde sur cette saison, le meilleur joueur, c'est un joueur du cru, un joueur formé à l'académie Nottingham Forest, c'est Brennan Johnson. 7 buts. 7 buts et des prestations souvent 5 étoiles sur la pelouse. C'est le symbole de cette équipe, même. C'est peut-être ça aussi le supplément d'âme qu'il y a à domicile, parce qu'il a le soutien inconditionnel du public, donc ça le survolte lui-même. Mais c'est vrai que contre Everton, il a de nouveau fait un match énorme. C'est bien aussi parce que effectivement, on pourrait croire qu'il n'y a plus rien qui sort du club, mais il y a encore quelque chose dans ce club. Il y a une histoire déjà. Donc voilà, recruter autant, c'est un peu dommage, mais oui, c'est un record, 30 joueurs. Record, bien sûr. Christian, c'est pas loin. Oui. Je ne sais même pas comment on a encore envie d'y aller, en fait. Je sais pas, moi, si je suis joueur et que je regarde un club qui transfère 30 gars, je me dis, hop. Je suppose que le salaire doit être assez attirant et doit être intéressant. Dans ce cas-là, je vais y aller quand même. Il ne faut pas trop hésiter. N'hésitez pas trop longtemps. Christian, la semaine prochaine. Que peut-on dire de ce joueur, Brennan Johnson? C'est un international gallois de 21 ans qui a donc été formé à Nottingham Forest. D'abord, c'est que ça confirme une tendance, c'est que quand on fait ses armes en Championship,
on est beaucoup plus apte à être performant en première ligue. On l'a vu avec Ivan Toney, on a vu avec Saïd Benrahma, on a vu aussi avec Watkins, on l'a vu également avec Pukki. Ce sont des joueurs qui sont performants et qui marquent entre 15 et 25 buts par saison en Championship. Ils montent en première ligue et ils sont tout aussi performants. Et c'est le cas ici de Brennan Johnson, où il est quand même, avec 7 buts et 2 assists, il est quand même 43%, 44% décisif pour son équipe, alors qu'à côté de lui, il y a Chris Wood, il y a Awoniyi qui était très fort avec l'Union Berlin, il y a Onuachu qui était le meilleur buteur en Belgique. Et donc, on se rend compte en fait que c'est peut-être mieux de faire confiance à des jeunes qui font leurs armes en Championship parce qu'ils sont dans la culture et ils parviennent à passer le cap beaucoup plus facilement. 7 buts, 2 assists, c'est une équipe qui a marqué 21 buts depuis le début de la saison. Donc il a un pied dans 30% des buts Nottingham Forest. C'est un numéro 9, mais très polyvalent. Il peut jouer deuxième attaquant, il peut jouer aussi sur les flancs. Oui, et puis c'est quelqu'un qui descend, comme c'est une équipe qui est obligée de défendre et qui est obligée d'être solide défensivement, eh bien c'est souvent dans le passage par l'axe qu'il faut marquer, et c'est un peu le cas avec lui. Il a 4 buts en venant de l'axe, il en a un seulement sur centre, et puis il a un penalty, et on l'a vu sur la reprise sur la phase arrêtée du coup franc indirect. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va très vite vers le but, qui peut marquer en face à face. Et donc, il faut utiliser ce passage par l'axe parce que c'est quelque chose qui va être récurrent, parce que Nottingham Forest aujourd'hui n'a pas les armes, et surtout pas en déplacement, pour pouvoir s'imposer dans le camp d'adversaire et jouer par les flancs et donner des centres. Voilà, Brennan Johnson, un joueur important, titulaire dans cette équipe, mais douteux. Ça, c'est l'info du jour. Il est légèrement blessé, donc il risque de ne pas être là vendredi soir pour affronter Newcastle. Le deuxième meilleur buteur est Awoniyi, il a fait 4 buts, donc c'est pas beaucoup ça. Non, effectivement, c'est pas une équipe qui marque énormément, mais qui parvient à grappiller des points à domicile. Alors, je dis un partage contre Newcastle à domicile pour eux ne serait pas nécessairement un mauvais résultat. Chaque point est important pour le moment dans la lutte pour le maintien. Remplacé par Yates, d'ailleurs, je pense, qui est aussi un produit du club, celui qui était monté, qui avait donné la 6 pour le 2-2 face à Everton. Alors, cette équipe de Newcastle, Christian, on pourrait presque dire alléluia, enfin une victoire. Oui, enfin une victoire, et une belle victoire, parce que ce 2-1 fait du bien. Déjà, ils ont marqué, c'est déjà important, mais ils ont marqué 2 buts dans un même match. Et on le voit depuis le début 2023. Ben voilà, on n'a pas besoin de commenter plus ce qu'on voit. Du vert, il n'y en a pas beaucoup, et des buts marqués, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'il n'y en a que 5 sur cette année 2023. Et on va le voir dans le tableau suivant, que les performances, voilà, vous voyez sur le côté avec l'astérix et en noir, ce sont le nombre de buts marqués par ces joueurs en 2023. Donc c'est vraiment très faible, c'est très maigre, et il faudra beaucoup plus s'ils veulent revendiquer une place dans le top 4. Almiron, 11 buts, donc lui il a un pied dans 11%, dans 30% des buts, également comme Brennan Johnson dans son club. On va voir les buts marqués justement face à Wolverhampton, la première victoire en 6 journées pour Newcastle. 2 buts marqués dans ce match sur les 5 en 2023, donc 50% quasiment des buts marqués à domicile face à Wolverhampton. Avec Isak. Avec Isak, voilà, qui a été blessé, donc il revient un petit peu dans le parcours, mais c'est un petit peu compliqué pour lui, mais c'est un joueur évidemment qui a beaucoup de talent. Et puis Almiron qui cette fois-ci était sur le banc pour commencer la rencontre. Ça peut marcher, on l'a vu avec Son aussi à Tottenham, ça a fonctionné pour lui de faire un passage sur le banc et retrouver ensuite une place de titulaire. Almiron, il avait un gros problème d'efficacité après un début de saison qui était vraiment remarquable. Vous avez vu son regard quand il marque ce but, ça en dit long sur l'attente qu'il a par rapport à cette réussite, quoi. Ouais. Tu en as parlé tout à l'heure de la lutte pour le maintien, mais ce qui va se passer pour le top 4 est aussi passionnant. Donc, oui. Cette victoire relance Newcastle parce qu'on s'était dit ils étaient quand même sur le podium, ils étaient 3e pendant très longtemps. Il n'y avait plus de victoires, des partages, des défaites. On s'est dit, Newcastle, ils ont peut-être un petit peu surperformé pendant la première partie de saison. Là, ça les relance quand même et on se dit, il y a encore une place. Ils sont à -4 sur Tottenham, mais ils ont 2 matchs en moins. Donc il y a moyen. Il y a moyen, il y a plus que moyen. Enfin, en tout cas, mathématiquement, les choses pour eux sont assez claires. Mais c'est un petit peu comme Nottingham, parce qu'ils ont du mal quand même à gagner en déplacement. Ils marquent très peu. Je crois que c'est un but cette année seulement en déplacement. Donc voilà, ils n'ont plus gagné, ils n'ont pas encore gagné en déplacement en 2023. Donc le match nul est le plus probable statistiquement par rapport aux performances des deux équipes à domicile et à l'extérieur. C'est une équipe qui défend bien, c'est la meilleure défense. 18 buts encaissés depuis le début de la saison pour Newcastle. Par contre, c'est une équipe qui marque peu, Christian, et on va essayer de comprendre pourquoi.
Oui, la semaine passée avec Jean-François, on avait parlé en fait de la difficulté de Manchester United de marquer en déplacement contre le top 12. Et donc ça s'est révélé en fait puisque c'est quelque chose où on a été dans le détail. Et Jean-François disait oui mais ça c'est sur l'ensemble de la saison. Et donc dans nos analyses, on essaye de toujours montrer ce qui se passe sur l'ensemble de la saison. Et là j'ai essayé d'aller au plus précis. Et j'ai été regarder et j'ai été voir le modèle offensif de Newcastle quand c'est 0-0 ou 1-1. Donc quand il doit prendre l'avance. Et là, on se rend compte, malgré que ça soit une équipe qui est très forte défensivement et qui encaisse très peu, on pourrait penser que cette équipe pourrait être en phase d'attente et utiliser la reconversion rapide pour marquer dans ce cas-là. Et en fait, non, c'est la seule équipe de Première Ligue qui ne marque pas sur reconversion rapide quand les deux équipes sont à égalité. Par contre, là où elle est très forte, c'est dans le jeu dominant rapide. C'est-à-dire que quand elle a le ballon, elle parvient à accélérer et trouver des situations de face à face dans la construction. Comme dans le but avec Almiron qu'on a vu, il est venu du flanc droit où c'était relativement placé. Avec un 1-2, il s'est retrouvé en face à face avec le gardien. Donc, ils ont su utiliser ce dominant rapide. Et ils ont marqué comme ça contre City, ils ont marqué comme ça contre Tottenham et ils ont marqué comme ça contre Liverpool. Donc, c'est vraiment leur force. Mais on avait cette tendance de croire en fait que cette équipe, c'est une équipe de contre et qui va marquer en reconversion rapide. Or, ce n'est pas du tout le cas. On voit ici, voilà, une passe profonde et c'est un face-à-face alors qu'ils sont dans les 16 ou les 20 derniers mètres de l'équipe adverse. Et ça, c'est vraiment leur force, ici aussi. Voilà, il y a une accélération, puis finalement, voilà, on se retrouve en face-à-face, il y a une pénétration axiale et ce ne sont pas des reconversions rapides. C'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudra observer et voir s'ils sont capables de reproduire ça quand ils vont devoir jouer des matchs où ils sont menés ou quand ils mènent. Si on peut faire un peu de vocabulaire, c'est la différence entre la reconversion rapide aussi. Est-ce qu'on identifie parfois comme le moment de transition, c'est-à-dire ce moment entre le moment où ils récupèrent le ballon et où ils vont aller sur le but. Et c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là qu'on vient de voir les images, c'est-à-dire que ça dure un minimum de temps. Ballon récupéré au milieu, une passe verticale, boum, c'est parti. C'est pas une contre-attaque, mais c'est un moment de transition. Ils sont très performants là-dedans. Peut-être il y a aussi quand ils jouent contre des équipes mieux classées qu'eux, que ces équipes vont souvent venir en perte de balle, en tout cas jouer plus haut, essayer de mettre le pressing sur les sorties de ballon. Et donc, une fois qu'on passe les premières lignes, souvent, il y a un petit peu plus d'espace. Je ne sais pas s'il y a une corrélation avec les bons résultats face aux 3 équipes qu'il vient de nommer maintenant, parce qu'il y avait quand même Tottenham, Liverpool et le 3e, j'ai oublié, mais c'est quand même des équipes qui sont... Ça me rappelle Marcelo Bielsa, qui résumait le football en 4 phases. On attaque, on défend, et puis... on passe de l'attaque à la défense et de la défense à l'attaque. Et c'est l'équipe qui maîtrise le mieux ces 4 phases qui a le plus de chances de l'emporter. C'est bien résumé ? C'est bien résumé. Je dirais même que ceux qui ont le plus de chances de l'emporter, c'est ceux qui maîtrisent le mieux les phases de transition. C'est ça, c'est exactement ça. Attaque-défense, défense-attaque. Voilà donc pour cette rencontre, qui est peut-être plus équilibrée que le classement peut l'indiquer entre le 5e donc, et le 14e. Rendez-vous vendredi soir, 21h. Alors je pense que ce sera sur Vous Sport World et pas sur Divertissez-vous, mais ce sera en clair. Oui, parce qu'il y a du basket en même temps. Et donc, oui, c'est sur Vous Sport World, mais c'est bien en clair. Donc, la promesse est tenue vis-à-vis des abonnés, vous qui n'ont pas. Le premier match du week-end est offert à tous les abonnés, vous. Oui. Ce sera donc vendredi soir. On passe à la deuxième rencontre du week-end qui nous intéresse, c'est entre Chelsea et Everton. Comes to the Blues, you just gotta have that rhythm. Graham Potter knows he'll be facing the music once again. But if you're playing out of tune, it's harder to find your groove. And it's another desperate defeat for Everton. With the run-in on the horizon. A vital win for Chelsea. Who can get back on song? Instant inspiration. It's Chelsea versus Everton. Rencontre de samedi, 18h30 du côté de Stamford Bridge. Chelsea actuellement 10e face à Everton 15e. Chelsea qui espère quand même encore pouvoir remonter le classement même s'il y a du monde devant. Et Everton qui se bat pour son maintien.
Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va beaucoup mieux du côté de Chelsea? Parce qu'il y a 3 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, 2 en championnat, 1 en Ligue des Champions. C'était plus arrivé depuis le mois d'octobre. Oui, justement. Moi, j'avais pointé le mois de mars, c'est exceptionnel. Mois de mars, plus. Exceptionnel. Donc, voilà. Oui, puisque 3 victoires consécutives. Voilà, c'est justement pour ça. C'est vrai que Chelsea n'était pas très bien avant cette 3 victoires. Je pense que pour eux, malgré tout, parce que le championnat, je ne sais pas si on peut encore dire qu'en championnat... le top 4, ils ont 37 points et le top 4 est à 48 points pour l'instant. Donc il y a quand même... 11 points d'écart. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément d'équipes, de clubs entre Chelsea et la 4e place. 3 points à prendre. Donc s'ils battent tout le monde, on pourrait peut-être imaginer que... Mais bon, ça sera compliqué. Ils n'en sont pas là quand même. Non, on passerait quand même d'un extrême à l'autre parce que Chelsea a quand même beaucoup de problèmes cette saison. Quand on regarde l'effectif de Chelsea aujourd'hui et ce qu'il peut mettre sur le terrain, il y a quand même... un noyau assez exceptionnel. Bon, ils ont perdu Thiago Silva, quand même, je ne sais pas pour combien de temps, mais ça c'est un élément déstabilisateur de leur défense, donc il y a un risque de ce côté-là. Par contre, ils ont gagné Enzo Fernandez, qui moi m'impressionne beaucoup, parce que lui c'est un vrai élément... Adaptation éclair en tout cas à la Première Ligue. Il s'entend très bien avec Kovacic, ça fonctionne très bien, les deux peuvent avoir maintenant un aspect offensif intéressant aussi. Mais en attaque, ça reste quand même s'ils marquent des buts, ça reste quand même faible, je trouve, au niveau de l'efficacité. Enfin, c'est une équipe de Leicester, par exemple, qui n'est quand même pas à foudre de guerre, qui fait des grosses erreurs défensives. Bon, il marque que 3 buts. Ceci dit, c'était la première victoire en déplacement en 2023, donc il fallait quand même aller à Leicester pour les battre. Il y a des circonstances aussi, hein. On aurait pu siffler un penalty, ça aurait pu être 2-1 à un moment donné. On a déjà vu les buts dans le top but, on va encore les revoir, mais on va quand même vérifier, confirmer avec Christian que c'est bien une semaine très productive pour Chelsea. Oui, et c'est une bonne nouvelle parce que l'aspect défensif jusqu'à présent, depuis l'arrivée de Potter, était très très bonne. Maintenant, il faut marquer des buts et ils ont une semaine qui est il n'y a qu'un but encaissé, 6 buts marqués. Donc là, on ne peut pas dire que ça se passe pas bien. En plus, c'est tous des buteurs différents à part Havertz qui a marqué donc 2 buts dont un penalty. Mais sinon, il y a Fofana, il y a Sterling, il y a Havertz, il y a 5-6 joueurs différents qui ont marqué. On retrouve un peu le Chelsea des années précédentes où ça venait de partout. Et donc, ça fait du bien. Il faut rester maintenant sur cette dynamique. Et il faut essayer d'enchaîner les victoires, ne fût-ce que pour construire ou pour mettre les bases pour la saison prochaine. Parce qu'avec le nombre de joueurs qu'il y a, avec le noyau, comme le signalait Jean-François, ils doivent pouvoir faire quelque chose de mieux que cette saison. Allez, on revoit les 3 buts magnifique, vraiment marqué à Leicester, parce que ce sont des buts de qualité. On a vu la belle reprise de Chilwell, cette passe lobée sur Havertz. Le retour de Chilwell fait du bien. James aussi, même s'il est de nouveau blessé, qu'il n'a pas joué le week-end dernier, mais ils ont quand même retrouvé aussi de l'équilibre sur les flancs. Et on parlait des duos. Il y a évidemment Kovacic avec Fernandes, mais en défense aussi, même si Thiago Silva n'est pas là, il y a quand même Koulibaly qui joue maintenant aux côtés de Fofana. Et franchement, ça donne plus d'équilibre. Il y a 11 de base qui commencent quand même à sortir. C'est vrai, et en même temps, est-ce que c'est pas un peu surprenant de voir Cucurella, comme ça qu'on prononce, Cucurella, oui, dans le 3 défensif. Dans le 3 défensif, alors qu'il y a encore Badiachile qui viennent d'acheter maintenant. Mais ils ne peuvent pas tous jouer. Hein. Il y a presque 30 joueurs dans le noyau. Ils ne vont pas tous jouer en même temps. Vous achetez un défenseur dans une défense à 3 qui joue côté gauche. Badiachile, vous l'achetez au mois de janvier, et puis vous mettez un... Cucurella, il est arrivé pour 60 millions au mois de septembre, donc il faut bien le mettre quelque part aussi. Et sur le flanc, si Chilwell est là, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux. J'attends le match contre... C'est vraiment un défenseur qui peut jouer dans un 3 comme ça, performant? Il le fait, je n'ai pas dit qu'il est performant. En tout cas, pour le moment, ça fonctionne. Parce que contre Leeds, il gagne 1-0 sur une phase arrêtée, si je me souviens bien, c'est le but de Fofana. Contre Dortmund, où ils sont mis quand même pendant tout le match fortement sous pression, ils s'en sortent bien. Sur le match retour, oui, même s'ils ont des occasions. Ils ont les occasions. Dortmund, ils dominent la rencontre quand même. Et contre Leicester, ils ne sont pas du tout mis sous pression, je veux dire, dans le jeu. Alors que face à Everton, sur un terrain particulier quand même, ça va être complètement différent au niveau de l'engagement physique, parce qu'Everton a retrouvé de l'allant, de l'envie et de l'agressivité dans tous les domaines. Donc je pense que ce match-là va être très compliqué. Restons sur Chelsea, parce que Christian, en analysant les résultats de Chelsea cette saison, a remarqué que Chelsea, face à la deuxième moitié du tableau, c'est quand même plutôt solide et plutôt productif en termes de points. À domicile, c'est pratiquement un sans faute. On va le voir sur l'infographie. Il n'y a que du vert, à part la défaite contre Southampton sur le coup franc de Ward-Prowse, avec très très peu de buts encaissés. 2 buts encaissés seulement contre cette
cette partie de tableau. Alors, on a vu que c'était toujours très, très important de pouvoir être performant contre ces équipes-là. À domicile, Chelsea l'est et donc doit continuer maintenant sa progression et gagner quelques matchs contre le top 6, ça ce serait bien, et être un tout petit peu plus performant en déplacement pour revendiquer quelque chose de plus haut que la 10e place. Bon, c'est peut-être la fin de la convalescence donc pour Chelsea. En plus, il y a des blessés qui reviennent dans l'équipe. L'infirmerie se vide. Mais attention à la rechute. Ceci dit, ça fait 29 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile face à Everton. Ça donne confiance. Ça donne confiance. Mais je me trompe, ils jouent à domicile contre Everton, pas à Everton. Effectivement. Non, mais justement, je pense qu'à domicile, je vais faire attention à ce que je dis. Parce que la fois dernière, pas de pronostic. Non, mais c'est première journée de championnat, ils battent Everton 0-1. C'était avec Tuchel encore, c'était une autre époque. C'est une autre époque. Ça change vite en foot maintenant. Ça va très vite. Quelques mois après, on a l'impression que. Et on est même surpris de voir que Potter finalement a traversé une tempête qui a duré quand même 2-3 mois, avec des résultats très compliqués. Oui, ça c'est peut-être un constat positif qu'on pourra faire dans la suite, si ça doit bien marcher avec Potter. Si le redressement, et si, comme Christian vient de le signaler, cette équipe parvenait à faire quelques résultats positifs contre des équipes qui sont au-dessus, c'est-à-dire qui briguent les déjà prendre le maximum de points face aux équipes en dessous, et puis alors justement aller chercher les équipes. Oui, mais si je dis ça, c'est pour dire que peut-être qu'à ce moment-là, on dira tiens, Potter, bravo à la direction de Chelsea de l'avoir maintenu, alors que c'était compliqué et que... S'ils n'ont pas la Ligue des Champions, il ne restera pas, je crois. Pour le moment, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. On rappelle que le tirage au sort se fait vendredi. Oui. Non, je dis, s'ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions en fin de saison, Potter ne restera pas, à mon avis, au club. Mais là, à part la gagner, ça va être compliqué de terminer dans le top 4. C'est bien pour ça que j'ai l'impression qu'ils attendent l'été pour chercher un autre coach de haut niveau. C'est un Américain qui dirige les histoires là-bas. C'est plusieurs Américains. C'est pire. Donc ça va être chaud s'ils n'ont pas une qualification. Oui, mais enfin, quand même, de l'avoir maintenu là, dans cette période-là. Mais nous, on peut l'apprécier, mais je ne suis pas sûr que la direction va faire la même chose, mais je peux me tromper, évidemment. Bon, en tout cas, on l'a dit, Chelsea est invaincu depuis 29 ans face à Everton. Est-ce que les Toffees peuvent aller créer la surprise? Bon, là aussi, il y a eu un gros changement, l'arrivée de Sean Dyche qui a remplacé Frank Lampard. Et Christian, on peut voir qu'il y a quand même quelques résultats. Cette équipe est sortie de la zone rouge, surtout d'ailleurs grâce à des courtes victoires à domicile. Il est fidèle à son modèle. Je pense qu'il le calcule au centimètre. Et pour le moment, depuis qu'il est arrivé, il a 3 victoires. C'est 3 fois 1-0. Et il parvient quand même à prendre quand même un point à Nottingham Forest qui fait du bien dans un match entre prétendants à la descente. Mais pour le reste, quand il perd, c'est assez lourd. Et voilà. Mais c'est au centimètre. Donc on est habitué à sa manière. On a vu et on l'a souvent expliqué que dans le jeu, c'est très très mauvais en fait au niveau offensif. Alors Philippe Boutet, il a un allant, il y a une agressivité. Alors je pense que c'est la seule chose qui leur reste cette saison, c'est d'aller au four et au moulin pour essayer d'aller chercher des points, marquer des buts un peu comme ça, un peu sortis de nulle part. Et parce que de plein jeu, ce n'est pas bon du tout. Alors voilà, on le verra plus tard avec les explications sur les phases arrêtées que les phases arrêtées seront les bienvenues pour essayer de sauver ce. Moi, j'ajouterais quand même que Sean Dyche a apporté quelque chose qu'il n'y avait pas du tout, c'est une bonne mise en place. Contre Arsenal, ils ont tenu 41 minutes. C'est son point fort. Ils ont battu Arsenal, on l'a vu. Bon, Sean Dyche, on le connaît, il a passé 10 ans à Burnley. On a fait énormément de matchs avec cette équipe de Burnley. Avec le dispositif Sean Dyche, c'est pas compliqué. On en parlait cette semaine, simplifier le football, c'est ce qu'il y a de plus efficace parfois, Jean-François. Une ligne de 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, 2 attaquants. Bon, ici, c'est plutôt 1-1. Il y en a un qui joue un petit peu en retrait. Et puis, avoir de l'engagement, avoir une bonne mentalité, essayer de bien défendre et marquer le but qui fait la différence. C'est vraiment simplifier le football. Les 3 buts qu'on vient de voir, et quand ils marquent, c'est à domicile. Hein. Oui, c'est à domicile. 12 à l'extérieur. Mais c'est 3 buts qui rapportent 9 points. Mais là, ils vont à Chelsea, où ils n'ont plus gagné depuis... Voilà, et ils y vont avec quand même un bilan d'1 point sur 12 à l'extérieur. Donc, ils ont quand même pris 4 buts contre Arsenal. Ils en ont pris 2 contre West Ham. Ils en ont pris 2 contre Liverpool. Et il y a eu le partage contre Nottingham. Où ils ont fait un très bon match. Dans des circonstances où c'était un match qui leur convenait sans doute parce que c'était beaucoup d'engagement. Mais pour les avoir vus en déplacement jouer, je trouve qu'il y a une bonne organisation, une bonne structure. C'est vrai. Après, je trouve quand même que...
Ça reste très pauvre offensivement. Oui, parce qu'il n'y a pas justement l'étincelle, il n'y a peut-être pas le talent qui fait que cette équipe... Non, mais il y a des équipes qui vont défendre, qui vont être très organisées, qui vont défendre en bloc, mais qui vont défendre vers l'avant. Et qui vont venir mettre des pressings vers l'avant. Je trouve que dans le pressing, à l'extérieur, je parle bien à l'extérieur, elle est bien organisée, le bloc bouge bien, on voit qu'il y a une structure, etc. Par contre, il y a très peu d'agressivité dans le pressing, et très peu de fois sur un match, ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent anticiper une situation défensive et sortir et poser une contre-attaque. Ça arrive rarement. Hein. Ouais, je veux pas sortir un cliché, mais c'est un peu le football d'il y a 20 ans quand même, celui de Shundaich. Oui. Oui, c'est vrai. C'est pas 30. Vrai. Non, mais je trouve que ce qui manque comme paramètre chez eux, c'est que à côté de l'organisation, il faudrait ce petit truc en plus dans le pressing, un peu plus d'agressivité dans l'idée de j'interviens en anticipation ou voilà, et puis on va contre-attaquer. En tout cas, ils ont un leader pour le faire. Onana, c'est quand même un joueur sur qui on peut compter pour aller au combat. Oui, mais je ne sais plus dans quel match. Je pense à Liverpool, je pense que j'avais vu le match. En fait, il ne se passait rien parce que Onana a passé son temps à courir de gauche à droite avec ses copains, mais toujours comme ça, jamais comme vers ça. L'avant. Et donc, à un moment donné, il ne se passe rien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on attend que l'autre marque. S'il ne marque pas, on part avec un 0-0, super. Ou alors, on fait un hold-up avec une phase arrêtée ou un truc, et puis voilà, bon, on gagne 1-0. Mais sinon, non, je trouve que... Alors, manque d'ambition, c'est peut-être... voilà, mais je trouve qu'à l'extérieur, vraiment... Il manque encore quelque chose. Oui. Au-delà de l'organisation, il faut un truc en plus quand même pour de temps en temps, au moins placer une attaque. Quoi. Liverpool, c'est 0. Il n'y avait rien, il ne s'est rien passé pendant 90 minutes. Dans la bonne vieille formule de Shundaich, Christian, il y a notamment les phases arrêtées, ce qui permet souvent d'aller marquer le but qui fait la différence, qui permet de prendre 3 points. Parce que, on l'a déjà dit souvent, mieux vaut faire 7 fois 1-0 qu'une fois 7-0. Exactement. Ça fait plus de points. Et puis, de toute façon, c'est un peu dans le même principe qu'avec Enzo Fernandez. On avait vu quand on a fait sa fiche, on a vu qu'en fait, en plus d'être un demi-défensif et de travailler très fort et être très bon défensivement, il peut donner des passes décisives. Et depuis qu'il est arrivé, je crois que c'est sa 3e passe décisive qu'il a déjà donnée. Onana n'a pas cette faculté-là. Même quand ils l'ont acheté, quand ils l'ont pris à Everton, je crois qu'il avait une passe décisive dans toute sa carrière. Donc, c'est ça, en fait, qui fait un peu la différence dans les modèles. Et ce Shundaich, en fait, il doit se reposer sur un critère qu'on explique déjà depuis le début de PL Club, c'est cette phase arrêtée. Les équipes qui sont en difficulté doivent marquer des buts sur phase arrêtée. Et sur les 5 buts, il y a 2 buts sur phase arrêtée sans penalty et il y a un penalty. Donc, c'est 3/5, c'est 60% des buts qui sont marqués sur phase arrêtée. Et quand on est aussi pauvre, parce qu'on n'est même pas capable de marquer sur des reconversions rapides dans le jeu direct, quand on est aussi pauvre offensivement de plein jeu, eh bien, il faut se sauver grâce aux phases arrêtées, comme dit Jean-François, faire un hold-up, gagner 1-0, revenir avec les 3 points et se sauver au centimètre. Donc, si Everton veut aller gagner à Bridge, il va falloir faire presque le hold-up du siècle. Moi, je crois qu'ils sont capables d'aller faire un nul. Moi, je repose sur le match que j'ai vu face à Nottingham. Ce n'est pas le même niveau d'équipe. Mais là, pour la première fois de la saison, ils m'ont impressionné parce qu'ils ont vraiment pris le match en main. Ils ont vraiment montré quelque chose et ils auraient mérité de gagner, en fait. Donc, il y a de l'espoir. Oui, mais c'est Nottingham. En fait, non. Mais c'est pour ça que je faisais la comparaison, moi, avec Liverpool, parce que ça va plus vite. Ah oui. Ça va plus vite. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Nottingham, avec tout le respect qu'on a pour Nottingham, mais c'est 2 équipes qui luttent pour leur maintien, donc forcément, il leur manque à toutes les 2 quelque chose. Voilà. Mais ici, c'est qu'on a des adversaires plus forts. Et en déplacement. J'ai peur de dire que voilà, mais je vois pas. Ne le dites pas, mais je vais quand même ajouter qu'ils ont pris en moyenne 2 buts lors des 5 derniers déplacements. Je vois pas trop comment cette équipe pourrait créer la surprise à Chelsea. Un hold-up. Mais peut-être, oui, un hold-up. Voilà, un hold-up. Oui, un hold-up. En tout cas, rendez-vous. Voilà. Exactement, Southampton a réussi à le faire à Manchester United. Bon, ils ont fait 0-0, là ils n'ont pas été gagnés. Ils auraient pu gagner, franchement, ils ont plus d'occasions. Non, mais ils ont fait 0-1 à Chelsea, Southampton. À Chelsea, oui, absolument. Effectivement. Voilà pour cette rencontre. Rendez-vous samedi à 18h30, une des 7 rencontres du week-end en Première Ligue, on le rappelle, puisqu'il y a des matchs de Cup, donc des équipes qui ne joueront pas en Première Ligue ce week-end. Les rendez-vous, les voici, les voilà. Nottingham Forest, Newcastle, vendredi, 13h25. Goals of the Day, c'est pour vous, Philippe. Southampton qui reçoit Tottenham et on va retrouver, on espère, Bruno Lavia titulaire. Il n'était pas
ce mercredi. Il est monté à la mi-temps. Ils ont perdu. Chelsea-Everton, on vient d'en parler, samedi 18h25. Et puis un seul match de championnat le dimanche, mais match important, Jean-François. Il y a encore une fois un derby londonien. Oui, voilà. Bon, après, le déplacement à Fulham, c'est Crystal Palace à domicile cette fois. Et Palace, on les a vus, ils ont perdu hier soir, donc ça fait 4 matchs où ils n'ont pas marqué. Et ils n'ont pas cadré. Mais ils ont cadré hier soir. Ah, ils ont cadré hier soir. Pour la première fois en 4 matchs, ils ont cadré sans marquer. Mauvaise nouvelle pour Arsenal. Mais, Arsenal, ils peuvent prendre 8 points d'avance, du coup. Puisque City et Arsenal peut prendre du point d'avance parce que City ne joue pas. Donc voilà, psychologiquement, ça peut être important aussi. Ouais. On rappelle les matchs du jeudi soir pour ceux qui regardent la première diffusion de PL Club. Ce soir, il y a l'Europa League avec notamment Arsenal, Sporting Portugal et Betis face à Manchester United. Si Arsenal veut être champion et ne gagne pas à domicile contre Crystal Palace, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les différents médias sociaux autour de vous, Sport World, que voici, que voilà. Et bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci Jean-François. Merci Philippe. Et merci évidemment à Christian, que l'on retrouve la semaine prochaine. Salut Christian. Salut. Passez un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye.